Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui l'historien Pascal Blanchard qui a dirigé un ouvrage collectif intitulé Sexe, race et colonie aux éditions La Découverte, suscitant de nombreux débats. La plupart des critiques portent moins sur le fond que sur la forme, à savoir le recours à plus d'un millier d'images illustrant la domination des corps du XVe siècle à de nos jours. Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors votre intention, c'est de montrer que l'exploitation sexuelle ne fut pas un dommage collatéral, mais bien au centre du projet colonial, c'est ça ? La domination des terres s'accompagne de la domination des corps. Et on s'en rend bien compte en suivant pas à pas l'histoire des empires, depuis les conquistadors, que le corps de l'autre, essentiellement de la femme, mais pas seulement, a été un des objets à la fois de désir, de violence, de douleur, mais aussi de captation. Posséder le corps de l'autre en ayant tout droit dessus était un des droits des colons, un droit des conquistadors, un droit en fin de compte des coloniaux, comme si ce droit était un droit naturel dans les colonies. On allait aux colonies avec cette certitude qu'on allait pouvoir posséder ces corps. Et ceci a totalement déstructuré, par un rapport de domination, ces mêmes sociétés. Les femmes, notamment, mais on peut dire aussi les hommes dans certaines structures, se sont retrouvés complètement captés dans un système où ils n'avaient ni le droit de dire oui ni non, ni de se plaindre, ni de refuser quelque part cette violence au quotidien. Et ceci explique en grande partie comment s'est structuré aussi l'accaparement de l'autre. Quand vous humiliez l'autre en possédant son corps, vous humiliez à la fois la femme qui a été violentée, mais vous humiliez aussi son mari, son époux, son environnement. Quelque part, vous fabriquez un système de prédation, et ce système de prédation, en plus, s'est inscrit dans une sorte d'imaginaire fantasmatique, d'une sorte de paradis sexuel qui était un enfer pour les autres. Alors, cette image a été véhiculée par des gravures, des tableaux, des cartes postales, même, et c'est d'ailleurs un des objets des polémiques aujourd'hui. Revenons peut-être à la genèse de cet ouvrage. Où est-ce que vous avez découvert toutes ces images ? Comment vous êtes venu à vouloir faire cet ouvrage ? Ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur l'imaginaire colonial et depuis toujours on s'était rendu compte qu'il y avait un sujet très particulier à côté de l'histoire des os humains, des exhibitions coloniales, c'était l'histoire de la sexualité aux colonies et de cet imaginaire autour. On ne pouvait pas le traiter comme un épiphénomène. Il y a 4 ans, on a décidé de prendre à bras-le-corps pour tous les empires, y compris l'Amérique et le Japon, tous les empires européens, cette histoire. Mais avant de partir avec des auteurs, on a d'abord fait un énorme travail de documentation. 450 fonds, 70 000 images identifiées, cataloguées, pour essayer d'arriver à comprendre comment, par l'image, cette histoire s'était racontée, comment on avait essayé de faire fantasmer sur des paradis exotiques les Occidentaux. Et même nous, on a été totalement perturbés, bouleversés par ce qu'on a trouvé. Et de ces images, on a fabriqué le squelette du livre. Et on s'est rendu compte que si on n'en montrait que quelques-unes, en fait, les gens n'allaient pas comprendre ce qu'on voulait leur dire. Ça a été une immense matrice par l'image qui a en fait légitimé une sorte de droit à posséder le corps de l'autre. Parce que les gens ont cru qu'il y avait des mauresques au sein nu, au Caire et à Alger. Les gens ont cru que les femmes étaient lascives en Asie et attendaient le colonisateur. Les gens ont cru qu'il y avait des femmes dans toute l'Afrique qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est d'être libérées des vieilles tribus par des colons qui arrivaient. Et tout ça était visible dans les images parce que ceux qui étaient aux colonies n'ont eu aucune mauvaise conscience à le montrer. Alors, une des critiques, justement, c'est d'avoir montré toutes ces images dans un livre qui reste quand même un beau livre. C'est assez esthétique et de peut-être pas avoir mis suffisamment de distance. Alors, effectivement, il y a des textes, mais suffisamment de distance par rapport à toutes ces images. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, notamment au fait que publier des photos érotiques, on sait finalement plus très bien à qui vous vous adressez. Nous, on ne les appelle pas des photos érotiques. On les appelle des photos de captation, d'une certaine manière, d'une forme de puissance du blanc. Vous avez vu quand ce pressement de seins, par exemple, devant sa femme et ses enfants occidentaux, vous avez un colon qui presse les seins de l'autre. Ce n'est pas des photos érotiques. C'est des photographies de la domination coloniale. C'est un safari sexuel. Si vous ne montrez pas les images, c'est inexplicable. Qu'est-ce qui crée l'émotion aujourd'hui ? C'est le fait qu'il y a 1 400 000 signes et 97 auteurs qui aient travaillé, ou c'est le fait qu'on ait montré, et pas tout ? Vous dites qu'on a montré tout. Toutes les images de pédophilie, toutes les images inacceptables ne sont même pas montrées parce que c'est inconcevable de les montrer. Et nous ne les montrons pas n'importe où. Je refuse qu'elles soient sur Pinterest. Je refuse qu'elles soient diffusées sans explication. Elles sont contextualisées, expliquées, datées. Et surtout, on dit qui les a vues. Je vous rappelle qu'à l'époque, un jeune enfant de 8-9 ans pouvait recevoir la carte postale du père qui était aux colonies, où il y avait une femme nue parce que ce n'était pas dans une enveloppe. C'était au vu aux yeux de tout le monde. Et si on veut arriver à comprendre comment, à l'époque, à travers ces images, on a légitimé le droit de posséder le corps de l'autre, il faut montrer les images. Je me rappelle d'un livre qui avait été majeur aux États-Unis qui s'appelait Without Lynching, qui est sorti en 2000, qui montrait le lynchage aux États-Unis. C'est des images terribles. Plein de gens n'ont même pas pu ouvrir ce livre. 10 ans plus tard, c'était une exposition à Arles, qui démontrait que le lynchage aux États-Unis n'était pas une exception de la société américaine, que c'était au cœur de la société américaine que les gens venaient au lynchage, venaient s'amuser et pique-niquer. Et bien là, c'est la même chose. Comprendre qu'en 6 siècles, on a fabriqué une matrice qui a légitimé la domination masculine dans les espaces ultramarins. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
Alors justement, vous parlez de l'héritage aujourd'hui de cette histoire, en faisant notamment le parallèle avec l'exploitation sexuelle, la prostitution, je pense notamment à la Thaïlande, mais on peut parler aussi du Sénégal. Vous pensez qu'il y a vraiment une ligne, que cette histoire s'inscrit dans une ligne droite Pratiquement tous les pays qui connaissent aujourd'hui une prostitution du nord vers le sud, où des gens prennent des charters en pensant que là-bas la chair sera moins chère, d'une certaine manière, s'appuient tous sur des pays qui ont connu ces systèmes qui se sont mis en place avec le colonisateur ou les Américains pendant la guerre du Vietnam pour la Thaïlande et les Philippines, par exemple, avec une historicité que nous connaissons. Ce n'est pas un hasard s'il y a la Thaïlande, Saint-Domingue, le Sénégal, le Kenya. Ces histoires s'inscrivent dans une très longue traçabilité. Et quelque part, on a déstructuré ces sociétés en faisant... Vous prenez un pays comme Djibouti, par exemple. C'est une construction de militaires d'avoir fabriqué Djibouti comme un des plus grands bordels du monde, parce que c'est sur les routes maritimes des militaires et des bateaux de commerce. Et vous arrivez à comprendre comment encore aujourd'hui Djibouti s'inscrit dans cette historicité-là. Sinon, vous pensez que toutes ces choses-là sont, comme beaucoup le pensent, oui, mais dans ces sociétés-là, c'est un peu différent. Vous savez, c'est comme les gens qui vous expliquent que Gauguin, c'est normal. Non, Gauguin, c'est pas anormal. C'est anormal. Une jeune fille de 11, 12, 13 ans, c'est anormal. Oui, mais ces sociétés-là, non. C'est nous qui pensons que l'excuse pourrait venir de ces sociétés-là. Non, tous ces bordels, tous ces systèmes ont une histoire. Mais comme c'est un sujet qui est extrêmement dérangeant, on préfère ne pas le voir, ne pas en parler, ne pas justement essayer d'expliquer ce qui fait encore cette matrice de domination et de captation sexuelle dans les pays du Sud. Alors je vous laisserai faire effectivement ce parallèle avec Gauguin. Un des thèmes abordés aussi dans le livre, c'est le métissage. Oui, parce que finalement, de ces unions... temporelles, ou enfin de courte durée ou plus longues, sont nés aussi des enfants. Comment, au cours de l'histoire, ces enfants ont été acceptés, vus, traités ? L'histoire du métissage est par définition une histoire non imaginée au préalable. C'est-à-dire jamais les colonisateurs ont imaginé qu'un jour ils devraient gérer le problème des métis. Parce que vous avez à la fois un système de domination raciale qui interdit le métissage, et de l'autre côté une surliberté sexuelle qui, par définition, va faire des enfants. Par définition, ils n'existent pas. Ils sont des anachronismes, les empires coloniaux. Que ce soit en Indonésie avec les Hollandais, que ce soit au Sénégal, aux Antilles, prenez l'exemple des maîtres qui, en fait, compte, sont les propriétaires de ces enfants pour avoir des esclaves à bas coût, se retrouvent à devoir gérer avant une problématique qu'ils n'avaient pas imaginée, ce que vont revendiquer les métis dans des sociétés où ils n'ont ni la place du colon, ni la place du colonisé. Les métis vont être un peu l'explosion aussi du système. C'est eux qui, d'une certaine manière, vont être les principaux acteurs d'une déconstruction d'un système où ils n'avaient pas de place au début pour le revendiquer. Et en même temps, ce qui est très paradoxal aujourd'hui, dans l'imaginaire de la publicité, par exemple, ou des marques de luxe, c'est les métis qui se dominent en termes d'imaginaire et d'esthétisation, une forme de mondialisation à travers les corps. L'histoire du métissage est, elle aussi, une histoire extrêmement paradoxale, un peu comme la langue française. Nous parlons français, comme dit Alain Mabancou, il était avec moi à Blois pour parler de ce livre, justement, ce week-end au rendez-vous de l'histoire. Il dit « Nous avons hérité de la langue française ». Mais c'est pendant une époque qui s'appelait la colonisation. Et bien pareil, le métissage, c'est l'héritage de ces 6 siècles d'histoire. C'était cette histoire jamais racontée qui est devenue aujourd'hui une des réalités de nos temps, à la fois dans les empires, mais aussi, regardez, dans nos sociétés occidentales à travers les immigrations. Et tout ça a aussi une longue traçabilité, comment l'autre métis a été regardé. Alors, en tout cas, à l'époque, par exemple, 19e siècle, ou enfin, si on se place dans l'histoire un peu plus ancienne, vous dites quand même que vous dites, ou un des auteurs du livre dit, les politiques coloniales vont définir et réguler différemment la sexualité en fonction des besoins impériaux. C'est-à-dire que, par moment, s'il y a des besoins, on les accepte, et au contraire, après, on va faire venir, entre guillemets, des femmes blanches pour essayer de tout changer. L'arrivée des femmes blanches, ça change tout. D'abord parce qu'elles-mêmes disent ce n'est plus possible, les gars. Vous ne pouvez pas vivre comme ça avec autant de femmes qui vous entourent, avec une totale liberté sexuelle. Il y a la morale occidentale qui arrive. C'est l'époque où les femmes sont corsetées, les corps sont cachés. Donc l'arrivée de la femme blanche va modifier totalement les rapports. On va organiser à côté de la vie matrimoniale des couples colons blancs le bordel. Et dans tous les empires, ce sont les États qui matricent les bordels, qui organisent par la loi. À Alger, quand les Français arrivent en 1830, la première chose qu'ils mettent en place, c'est la prostitution. La prostitution devient quelque part de structurel, pour l'hygiène notamment, la peur que tous les soldats tombent malades. Donc vous allez découvrir un système qui, à côté du système matrimonial de la venue des femmes blanches, va construire un système de prostitution où, là encore, les corps vont être instrumentalisés par les États coloniaux pour avoir une fonction, en fin de compte, du repos du soldat. Et c'est là où on est tétanisé de la manière dont c'est pensé. Il y a à la fois l'interdit, la hiérarchisation raciale, et en même temps une surtolérance. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ces hommes qui partent aux colonies, ils partent là-bas en ayant en tête qu'ils vont avoir cette liberté sexuelle. Il y avait des livres comme L'art d'aimer aux colonies de Dr Jacobus, qui recevait tout petit colon français avant de partir, où en 450 pages, on lui expliquait comment étaient les femmes de là-bas, avant même qu'ils les découvrent. Ça fabriquait les cerveaux de ces jeunes de 20, 21, 22, 23 ans qui allaient aux colonies, et qui déjà savaient qu'ils étaient autre chose, les maîtres blancs, d'une certaine manière, dans un immense harem-monde. Imaginez donc l'arrivée de la femme blanche. Et la femme blanche, c'est l'interdit absolu. Interdiction d'y toucher. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, 93% des lynchages, les hommes étaient castrés.
parce qu'ils avaient osé regarder, parler ou voir la femme blanche. Alors, vous parlez des États-Unis. Votre livre est censé être traduit Dans un an aux États-Unis. dans un an aux États-Unis. Vous avez des projets au Japon. Et pourtant, Oui. à chaque fois, dans chaque société, ça provoque des crispations. C'est normal. Nous sommes en train de découvrir ce qu'a été l'histoire de la domination masculine. C'est une longue histoire. Elle n'est pas née avec MeToo. Et ne s'arrêtera pas dans les quelques mois qui viennent. C'est une très longue histoire parce que c'est l'histoire de la manière dont l'homme a pensé que cette terre lui appartenait. Mais à la fois la terre et la moitié des êtres humains, les femmes. Et aux colonies, cette liberté elle était encore plus terrible dans l'absolu puisqu'il n'y avait pas la morale. Ni chrétienne, ni occidentale, ni le respect de l'autre. Le corps était un objet. Et là, on découvre comment ceux qui ont ici déjà capté l'autre et le corps de l'autre, dans la domination masculine très classique occidentale, se sont là-bas totalement libérés. C'est très complexe d'aborder l'histoire de la domination, parce que par définition, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce que c'est en train de bouleverser tous nos repères. Justement quand ça devient un sujet d'histoire, une réflexion, et justement quand on renvoie le miroir, les images. Merci beaucoup, Pascal Blanchard. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage collectif, Sexe, race et colonie. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. L'info continue sur France 24.